Bien, bonjour à tous. Une nouvelle fois, bienvenue à ce webinaire. Vous l'avez vu, consacré à Sympa 2. On va passer une minute ensemble. Nous, au Altares, nous opérons un webinaire mensuellement sur la conformité, la compliance. C'est le deux ou troisième que l'on fait sur Sympa 2. On voit que le sujet est toujours d'actualité, d'autant que le taux que nous citons systématiquement, le taux de 30-31% d'entreprises assujetties à la loi Sapin 2 est toujours avéré, puisque ce taux, eh bien, c'est le taux des entreprises qui ont déployé à 100% donc les 8 piliers que l'on va vraiment regarder dans le détail ce matin, avec une présence particulière, puisque dès qu'on aborde les piliers, dès qu'on aborde la loi, eh bien, aujourd'hui, nous sommes aidés par Mathieu Dary. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu qui travaille donc au cabinet de Gaulle-Fleurance, spécialisé sur tout ce qui est contentieux, conseil en droit des affaires, spécialisé sur la partie bien sûr conformité. Et nous travaillons ensemble, nous animons des événements, des contenus ensemble, et il nous paraît important ce matin d'avoir l'éclairage du cabinet de Gaulle-Fleurance. Bien sûr, Valérie Stris, que vous connaissez pour aller avant-vente, ingénieur avant-vente chez Altares, dédié à la compliance. Alors, bien sûr, en rédaction et en lecture des cahiers des charges, bien sûr, en accompagnement de nos équipes commerciales, bien chez vous, sur vos projets conformité, Sapin 2 précisément, mais Anacrédit, LCBFT, tout ce qui tourne autour de cette grande actualité sur la conformité, la compliance, bien sûr liée aux données que chez Altares nous maîtrisons. Donc ce matin, une quarantaine de minutes avec un sommaire somme toute classique, puisque donc avec Mathieu, on verra le rappel de la loi Sapin 2. On rentrera vraiment dans le détail. Je sais que pour certains, c'est une redite, mais c'est bien de reposer les choses. On regardera dans le détail ces 8 piliers, ces 8 mesures qui sont à mettre en place, puisque dans l'étude qu'a menée de Gaulle-Fleurance, que d'ailleurs vous retrouverez dans l'emailing de remerciement quand vous enverra, vous verrez que, je le disais, 30% ont mis l'ensemble des 8 mesures. Un certain taux a mis que 4 mesures, et la plus difficile, c'est celle qui est liée à la conformité des tiers, à l'évaluation des tiers. Là, on va le regarder précisément également, mais ces 8 mesures, on va les regarder. Avec Valérie, on regardera précisément le troisième et quatrième pilier, puisque c'est celui qui est lié aux données, hein, bien sûr, aux data que vous allez aller et puis on regardera nos réponses. Alors au niveau des questions-réponses, utilisez le chat, donc l'outil du webinar, et puis on les regardera au fur et à mesure. On essaiera à la fin, normalement il va nous rester un petit peu de temps pour toutes ces questions-réponses. Mathieu, je vous laisse la main et la voix pour regarder cette loi Sapin 2. Oui, alors rapidement sur le contexte d'adoption de la loi. C'est vrai que la loi 2 qui a été adoptée le 9 décembre 2016 avait 3 ambitions: renforcer la transparence dans la vie économique, lutter contre la corruption et moderniser la vie économique. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lutte anticorruption, et qui est très liée justement à la transparence, puisque l'objectif de la mise en place de ce programme anticorruption, c'est de mettre davantage de transparence au sein des entreprises et dans les relations avec les tiers. Juste pour rappel, j'aime bien commencer par la définition de la corruption, qui n'a pas changé avec la loi Sapin 2, et qui est le fait de proposer à une personne un avantage quelconque pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. Donc, comme je le disais, la loi Sapin 2 n'est pas venue sanctionner la corruption, puisque la sanction existait déjà. Ce qu'elle a introduit, c'est l'obligation de mettre en place un programme anticorruption. Alors, pourquoi le législateur a créé cela? Il y a la première est de constater que la France est très mal classée au niveau international en termes de perception de la corruption, puisque la France est 23e.
et que ça freine les investissements étrangers qui ne veulent pas investir dans un pays qui serait ou qui apparaîtrait comme corrompu. L'autre point, c'est que par l'adoption de ce programme, finalement, le législateur délègue aux entreprises de faire un petit peu son travail, puisque c'est à eux de faire la police. On parle d'infractions qui sont habituellement dissimulées, donc par le programme, ces infractions, ces actes de corruption devraient ainsi. Alors, la question est de savoir maintenant quelles sont les sociétés qui sont tenues de mettre en place ce programme. Donc, il y a des seuils, 2 critères sont retenus. Le critère du nombre qui est de 500 salariés, soit au sein de la société elle-même, soit dans le groupe auquel elle appartient. Et par ailleurs, un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros réalisé par ou chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment ce critère d'ailleurs de consolidation qui est le critère le plus important. Donc, c'est de voir avec la direction financière, de voir à quel niveau se fait la consolidation. Et c'est vrai que si elle se fait au niveau français, toutes les sociétés qui sont dans cette consolidation de la société française vont devoir mettre en place ce programme anticorruption. Aujourd'hui, on estime que 1600 sociétés sont concernées par la mise en place de ce programme anticorruption, mais au-delà de ces 1600 sociétés, d'autres sociétés qui vont être en relation commerciale avec les entreprises qui doivent mettre en place le programme anticorruption vont être également tenues de mettre en place des mesures de prévention, et c'est ce qui ressort de plus en plus des textes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir à la fois des sociétés qui, en elles-mêmes, dépassent les seuils, et ensuite toutes les filiales françaises et voire étrangères qui entrent dans le champ de la consolidation. Et puis, on a également les EPIC qui ne sont pas oubliés par le texte. L'autorité qui va être compétente pour contrôler la mise en œuvre de ce programme, c'est l'Agence française anticorruption qui a différents pouvoirs d'injonction et de sanction, avec une sanction qui peut être de 200 000 euros pour les personnes physiques et 1 million d'euros pour les personnes morales. La sanction pour les personnes physiques est importante puisque l'AFA répète régulièrement que ce qui est important, c'est l'engagement des dirigeants dans la mise en œuvre de ce programme. Et par ailleurs, la rédaction du texte prévoit expressément que ce sont les dirigeants qui sont tenus de mettre en place ce programme. Alors, l'AFA a commencé ses contrôles depuis octobre 2017, soit 4 mois après l'entrée en vigueur de ce programme anticorruption. Elle a réalisé 6 contrôles en 2017. Il faut savoir que les contrôles à chaque fois ont duré plusieurs mois, qui sont assez lourds à subir pour l'entreprise, puisque l'AFA demande beaucoup d'informations. Et parmi ces 6 contrôles, l'AFA, lors d'une manifestation d'ailleurs organisée par Altares, a indiqué qu'il avait constaté 5 manquements pour lesquels ou non des avertissements, et qu'une des entreprises avait été renvoyée à sanction. Elle envisage dans les années à venir, et y compris en 2018, de réaliser une centaine de contrôles par an, et sachant qu'au 1er octobre, elle en avait réalisé 48. Alors, le nombre de contrôles va rester limité quand même parce que par rapport aux 1600 entreprises, il faudrait plus de 15 ans pour contrôler tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence, tenant compte du fait qu'elle ne pourrait pas contrôler tout le monde, va essayer de contrôler un acteur par filière pour diffuser les bonnes pratiques à l'ensemble de cette filière. C'est pourquoi il est important d'anticiper ces contrôles de l'AFA. Et à cet effet, elle a mis en ligne les questions, un questionnaire avec toutes les questions qu'elle pose dans le cadre de ce contrôle. Il s'agit de 160 questions et on vous encourage à en prendre connaissance. D'une part, pour voir où est-ce qu'en est votre entreprise sur le déploiement pour challenger éventuellement les mesures qui ont déjà été mises en place.
et pour répondre promptement aux questions de l'AFA si jamais elle devait débarquer dans votre entreprise, parce que c'est très lourd à mettre en œuvre et ça demande une présentation de beaucoup de documents. Alors, si on rentre dans le détail des 8 mesures à mettre en œuvre, on l'a rappelé, alors je ne sais pas si c'est de nature à rassurer, mais beaucoup d'entreprises sont encore en retard dans le déploiement de ce programme et de ces 8 mesures. Alors les 8 mesures, si on commence dans l'ordre de la loi, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans l'ordre dans lequel il faut le mettre en place, mais on a l'obligation de mettre en place un code de conduite qui doit être intégré au règlement intérieur. En tout cas, s'agissant des sociétés françaises, il faudra trouver un équivalent de règlement intérieur pour que ce soit opposable aux salariés pour des sociétés étrangères. Un dispositif d'alerte professionnelle, avec là un point d'attention sur le fait que ce dispositif d'alerte doit également être conforme au RGPD. Et à ce titre, la CNIL a la semaine dernière publié une délibération par laquelle elle rappelait que préalablement à cette alerte, il fallait réaliser une analyse d'impact. La troisième mesure, c'est la cartographie des risques, qui est certainement la mesure la plus importante, puisqu'elle va permettre à partir de cela de réaliser les autres mesures, et Valérie reviendra sur ce point tout à l'heure. La procédure d'évaluation des tiers, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est certainement la mesure la plus complexe à déployer et pour laquelle une aide extérieure peut être bien sûr très utile, des procédures de contrôle comptable, la formation du personnel exposé, la mise en place d'un régime disciplinaire et de sanctions en cas de non-respect du code de conduite, et un dispositif de contrôle et d'évaluation interne qui va venir en fait à la fin de la mise en place de ces mesures pour s'assurer du déploiement effectif et de l'effectivité des mesures. Pour tout cela, l'Agence française anticorruption a émis un certain nombre de recommandations. On peut aussi s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger, notamment en Angleterre, en application du Bribery Act, sachant que dans les recommandations de l'AFA, l'AFA a parfois tendance à aller au-delà de ce que le texte prévoit effectivement. Très bien. Merci Mathieu pour ce point complet. Il y a pas mal de questions sur l'enregistrement, donc il sera effectué, vous sera bien sûr transmis. La présentation en PDF, également l'étude, je le disais, du cabinet de Gaulle Florence. On va regarder avec Valérie la deuxième partie de ce webinaire sur la partie cartographie, comment mettre tout ça en place. Et puis, à l'issue de cette partie-là, on répondra à vos questions que vous pouvez poser sur le chat. Valérie. Très bien. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, concernant le pilier 3, qui est celui de la cartographie des risques, d'abord, la cartographie des risques, c'est un élément essentiel du dispositif anticorruption, puisque lorsque cette cartographie est bien rédigée, comme le précisait Mathieu, elle permettra de décliner de manière plus simple tous les autres piliers qui sont à mettre en œuvre. Donc, à quoi déjà sert cette cartographie ? Cette cartographie va servir à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques de corruption pour que le programme de conformité soit ensuite efficace et adapté à l'organisation. Son objectif aussi, c'est d'informer donc le comité exécutif, donc l'instance dirigeance, et de donner aux responsables de la conformité une visibilité qui sera nécessaire à la mise en œuvre de mesures de prévention et de détection de la corruption. Cette cartographie des risques, elle doit pouvoir être présentée, expliquée et documentée sans délai lorsque l'AFA effectuera ses contrôles. Alors maintenant, concernant la méthodologie, c'est pas si simple. D'abord, la cartographie, elle doit couvrir tous les processus de l'entreprise,
prendre en compte toutes ces spécificités et être formalisée et évolutive. Donc, elle ne doit pas rester figée dans le temps. À chaque fois qu'il va y avoir une évolution dans l'entreprise, il va falloir qu'il y ait une répercussion sur la cartographie des risques. Donc, pour la RFA a listé donc, dans des lignes directrices 6 étapes. Donc, il faut passer par 6 étapes pour pouvoir formaliser cette cartographie. Il faut déjà, dans un premier temps, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. D'abord, les dirigeants. Ces dirigeants sont responsables de la cartographie. C'est eux, au final, ce sont eux qui, en fonction des besoins, attribuer les ressources qui seront nécessaires à la réponse aux enjeux de lutte contre la corruption. Et ce sont ces dirigeants qui vont également désigner les responsables de la conformité. Ensuite, concernant ces responsables de la conformité, ce sont eux qui vont piloter le déploiement de la cartographie des risques. Ils vont la mettre en œuvre et accompagner tous les autres services dans le processus de mise en conformité. Et enfin, les responsables métiers et puis l'ensemble du personnel vont devoir rendre compte de tous les risques qui sont vraiment spécifiques à leur périmètre d'intervention. Une fois que ces rôles ont été définis, il va falloir identifier les risques. Comment identifier ces risques? Donc, déjà par rapport à l'activité de l'entreprise, il va falloir faire un état des lieux précis et une analyse des processus de l'organisation. Donc, il va falloir recenser tous les processus de l'entreprise, identifier parfaitement ses tiers, son périmètre géographique, donc tant son lieu d'intervention, d'activité, mais également toutes ces implantations géographiques, et également déjà lister tous les risques qui sont déjà connus par rapport au cours d'entretien, par exemple, que le responsable de la conformité va mettre en place avec l'ensemble du personnel, et aussi peut-être parce que vous tenez déjà à jour un référentiel de risques. Donc, troisième point, une fois que tous ces risques ont été listés, identifiés, il va falloir passer à une évaluation de ces risques et une évaluation surtout de l'exposition de l'organisation à ces risques. Donc, on les appelle ici les risques bruts. Et donc, ces risques vont être pris en compte au regard toujours de l'activité de l'entreprise et des interactions avec les tiers. Une fois que cette exposition au risque est connue, il va falloir estimer la maîtrise de ces risques. Donc, est-ce que les mesures de prévention qui sont déjà en place ou que je souhaite mettre en place sont efficaces? Et donc, pour cela, il va falloir, à partir des risques bruts, les évaluer en considération des moyens de prévention par rapport à ces risques. Et donc, au final, le résultat donnera la position du risque net. Donc, ces risques nets, dans un cinquième point, donc qu'on appelle risques résiduels, vont devoir être hiérarchisés et traités en distinguant d'un côté ceux pour lesquels finalement le niveau de contrôle interne s'avère être suffisant, de ceux pour lesquels on souhaite encore améliorer la maîtrise. Donc, pour cela, il va falloir définir un plan d'action pour chaque risque, définir les moyens et les ressources qu'il va falloir mettre en œuvre et affecter pour les maîtriser, qui est responsable également des actions donc de prévention et mettre en place un calendrier des actions. Et enfin, une fois que tous ces éléments ont été rassemblés, il va falloir finalement formaliser la cartographie, la tenir à jour. Il faut impérativement qu'elle soit écrite, structurée et surtout validée par l'instance dirigeante qui reste responsable de cette cartographie. On a quelques questions. Tiens, justement, ça concerne les tiers, donc on va continuer cette partie-là, puis après il y a deux questions sur la partie évaluation des tiers. Je poursuis déjà sur l'évaluation. Donc, concernant finalement maintenant l'évaluation. Donc, il ressort de l'enquête du cabinet de Gaulle Florence, mais également des entretiens qu'on a avec vous au cours de nos rencontres, que finalement, ce pilier de l'évaluation des tiers est l'un des plus complexes à mettre en place, dans le sens où surtout lorsqu'il va falloir évaluer un client,
ça peut parfois être délicat par rapport à la nature de la relation commerciale. Et également, ce qui ressort souvent, c'est que par rapport à la localisation des tiers, il va être plus ou moins difficile de pouvoir de les évaluer. Donc, comme je le précisais, une fois que la cartographie des risques est en place, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va falloir passer à l'évaluation des tiers. Donc, selon l'AFA, l'objectif de l'évaluation des tiers, donc des clients, des fournisseurs, de tous les intermédiaires, c'est de décider, à l'issue de cette évaluation, soit d'entrer en relation avec un tiers, soit de poursuivre la relation en cours, ou enfin d'y mettre fin si, à l'issue de la relation, vous considérez que ce tiers est trop risqué pour votre entreprise. Et cette évaluation va permettre de prendre des mesures de donc au préalable rédigé. Il va falloir, donc, lorsqu'un collaborateur va se retrouver face à un tiers, il va falloir que ce collaborateur adapte son comportement, je dirais, en fait, demande plus ou moins d'informations, de documentation auprès du tiers pour se prémunir d'un potentiel risque de corruption. Bon. Ah, donc apparemment, il y a un problème de son. On peut peut-être repartir sur cette partie évaluation des tiers, Valérie. Alors, je vais reprendre le point sur l'évaluation des tiers. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, il ressort d'une enquête et donc au cours d'échanges que l'évaluation des tiers serait l'un des piliers les plus complexes à mettre en œuvre, dans le sens où il va falloir notamment interroger un client sur ses procédures de prévention de la corruption. Il va falloir lui demander plusieurs informations et donc ça peut paraître parfois délicat par rapport à la nature de la relation commerciale, et cette difficulté d'évaluation des tiers est renforcée lorsque ils sont localisés à l'étranger, dans des pays où il y a un manque d'information et peut-être de communication sur les entreprises. Donc, je poursuis. Donc, une fois que, pour faire suite à la cartographie des risques, donc une fois que cette cartographie des risques est mise en place, et donc c'est seulement à ce moment-là, il va falloir procéder à cette évaluation des tiers. Donc, selon l'AFA, l'objectif de l'évaluation des tiers, donc des clients, des fournisseurs ou de tout autre intermédiaire, c'est de décider, donc à l'issue de cette évaluation, soit d'entrer en relation avec un tiers, soit de poursuivre une relation en cours, ou alors d'y mettre fin lorsque vous considérez à l'issue de l'évaluation que ce tiers est trop risqué pour votre entreprise. Et cette évaluation va permettre de prendre des mesures de prévention en fonction du niveau de risque du tiers que vous considérez comme étant un risque faible, moyen ou élevé pour l'entreprise. Et ensuite, en fonction des prescriptions, notamment du code de conduite et des process internes qui sont notamment rédigés par la conformité, le collaborateur va devoir adapter son comportement face à un tiers plus ou moins risqué, et donc peut-être demander plus d'informations, de documents pour se prémunir sur un éventuel risque de corruption. Alors, l'établissement d'une procédure d'évaluation, c'est une obligation. Cette évaluation va dépendre donc de la cartographie des risques. L'ensemble des tiers est cartographié pour pouvoir ensuite identifier ceux pour lesquels il va falloir donc pour cela, il va falloir collecter des informations, des documents pour identifier et apprécier les risques de corruption auxquels s'expose votre organisation. Donc il y a plusieurs sources. Visiblement, il y a des problèmes de son. Oui, malheureusement, oui. Bah, c'est revenu.
Bon, je poursuis. Ouais. Alors, les sources pour collecter des informations sont multiples. Soit vous posez la question directement à votre interlocuteur, votre tiers, qui vous transmettra. Soit vous pouvez collecter des informations directement auprès de sources ouvertes, ou encore des bases de données payantes pour vous munir de ces informations. Alors, l'AFA, dans ses recommandations, énumère un ensemble de points qu'il va falloir apprécier donc, pour pouvoir évaluer le tiers. Donc, ça commence forcément par l'identification de l'identité du tiers, donc évidemment sa raison sociale, mais d'autres informations comme son effectif, son chiffre d'affaires, son capital, son activité, ses implantations géographiques. Donc, en fait, il y a toute une liste d'informations qui peuvent être des indices pour effectuer cette évaluation. Ensuite, il faut évaluer également le risque pays du tiers, donc en fonction notamment de son lieu d'activité et de ses implantations géographiques. Également son secteur d'activité. Donc, l'AFA nous oriente vers Transparency International qui, en fait, tire à jour des listes de pays, même d'activités considérées comme étant à risque d'un point de vue corruption. Et il faut également identifier les et les dirigeants du tiers pour les évaluer également. Identifier donc si un tiers, si ses dirigeants ou ses bénéficiaires effectifs sont intègres, donc n'ont pas fait l'objet d'informations défavorables ou de condamnations. Et en fonction des résultats, il va falloir moduler le niveau de risque du tiers. D'ailleurs, pour effectuer cette évaluation concernant l'intégrité et la réputation, il existe des solutions qu'on appelle des solutions de screening qui permettent d'avoir facilement accès à ces informations. Et également, concernant la présence de personnes politiquement exposées au sein de l'entreprise, c'est également une information à prendre en compte puisque ça constitue un facteur de risque supplémentaire lors de l'évaluation. Et donc, à l'issue de l'évaluation, une fois que toutes ces informations ont été collectées, il va falloir classer le tiers en risque faible, moyen ou élevé. Et une fois que l'évaluation a été faite déjà à l'entrée en relation, il va falloir maintenir à jour le dossier du tiers tout au long de la relation et même à l'issue, donc à la cessation de la relation, l'AFA explique qu'il va falloir aussi conserver ces informations pendant au moins 5 ans, donc après la cessation de la relation. Donc voilà, pour clore un peu le pilier 4 sur l'évaluation des tiers, donc l'enquête toujours du cabinet de Gaulle-Fleurance précise que le budget qui est alloué à la mise en place d'un programme de conformité est assez disparate en fonction des entreprises, donc selon notamment leur maturité sur le sujet, leur secteur d'activité et la taille de l'entreprise et en général, le budget qui est alloué à cette mise en place d'un programme de conformité varie entre 50 000 € et 200 000 €. Donc, évidemment, on constate qu'investir dans un programme et des contrôles de conformité permet de réduire les pertes, notamment en termes d'image, donc de chiffre d'affaires, et également les risques de sanctions. Très bien, merci. Là, il y a pas mal de questions. Je vais certainement faire appel à Valérie et à Mathieu. La dernière question, où est-ce qu'on trouve ces solutions de screening? Bon, en fin de compte, vous les voyez à l'écran, parce que ce sont des solutions que nous proposons chez Altares, avec pas mal de petits graphiques, de petits indicateurs pour identifier, pour faire l'enrichissement et le screening. Il y avait plusieurs questions, on va les prendre dans l'ordre. Une évaluation des tiers. Une personne demande, est-ce que les prestataires de services et les prestataires étrangers, selon vous, entrent dans les tiers, Mathieu? Oui, alors on a une définition très large des tiers et qui couvre à la fois d'ailleurs les clients et les fournisseurs. Donc parfois ça paraît d'ailleurs étonnant et parfois c'est pas très facile d'imposer aussi à ses clients ce type de contrôle, mais effectivement on a une définition très large. Les prestataires étrangers également, les fournisseurs étrangers.
Oui, il n'y a pas d'exception par rapport à la nationalité. Et en fonction d'où viennent ces prêts des fournisseurs, parce qu'il y a un risque plus important. Il y a une autre question, c'est voilà, ça c'est plutôt de l'expérience, est-ce qu'on doit rejeter ou travailler ou classer comme un risque fort un client qui ne répond pas aux différentes demandes d'informations, alors les documents assez classiques, mais tous les questionnaires, est-ce que c'est quelque chose, alors quelle réponse on peut faire à cela? C'est nécessairement un indice de risque, puisqu'on voit une mauvaise volonté de ce tiers à répondre à ces questions, et donc ça peut être un indice de risque. Après, l'Agence française anticorruption avait répondu à ces points-là. C'est pas pour autant qu'il y a un risque qu'on ne doit pas travailler non plus avec ces tiers, mais il faudra avoir une attention plus particulière. Après, voilà, il faut aussi distinguer la compliance et puis le caractère opérationnel, donc il faut faire une juste balance aussi entre les deux. D'accord. Une question aussi, c'est est-ce que un client assujetti à Sapin 2, donc des gens qui nous écoutent aujourd'hui, peuvent demander la liste des bénéficiaires effectifs à leur tiers? Oui, ça paraît être une information qui est, de toute façon, c'est une information qui est requise, hein, et c'était recommandé par l'Agence française anticorruption. Donc, si on n'arrive pas à avoir cette information via des bases classiques, soit gratuites, soit payantes, on peut tout à fait demander cette information. Alors, on parlait des solutions tout à l'heure. Les listes des BE sont proposées un par Altares dans les plateformes que vous voyez à l'écran. Alors, je sais que l'écran est pas très lisible, puisque même en plein écran, ce sont que des impressions d'écran que nous avons fait. Mais nos outils permettent d'identifier les bénéficiaires effectifs et d'opérer le screening. Il y avait une question plutôt organisationnelle dans les entreprises. Est-ce que le responsable de la conformité, plutôt Mathieu, si vous avez des informations là-dessus, est-ce que le responsable de la conformité est peut-être la même personne que le responsable du comité d'audit? Question un peu organisationnelle. Mais... Oui, alors ça c'est un vrai sujet sur savoir quelle doit être d'ailleurs la formation de manière générale du compliance officer. La qualité principale, c'est son indépendance, hein, souvent, et après, en fonction de l'historique de l'entreprise, ça peut être le directeur juridique. Je prêche pour ma paroisse, pour ma formation, mais sinon, ça peut être des directeurs audit qui sont plus habitués à des règles d'audit internes et des mises en place de procédures. Mais ça, véritablement, c'est un choix d'entreprise. François, vous avez une question intéressante. Je ne vais pas forcément donner les détails de votre question. Une majorité de ces clients sont sur un risque faible ou moyen, ce qui est généralement ce que l'on voit dans les clients que nous avons chez Altares sur la conformité. Les 10% restants sont des risques plutôt élevés. La question, c'est comment vous le faites pour identifier des solutions qui existent pour cela? Et alors, que devez-vous faire? J'ai l'impression que la réponse vous appartient, puisque les solutions qu'on propose, les conseils des cabinets, ce ne sont que des indicateurs, que des informations vous permettant de prendre une décision au sein de votre structure. C'est un peu cela, Mathieu? Oui, c'est ça, c'est de prendre une décision, mais pas d'empêcher forcément de travailler avec les personnes, mais c'est d'avoir une attention particulière sur ces gens-là, leur imposer éventuellement des codes de conduite et autres. Enfin, c'est de réfléchir aux mesures qui peuvent être mises en place et qui sont adaptées par rapport à un risque qu'on aurait identifié ou qu'on supposerait par rapport à cette personne-là. Une dernière question, est-ce que le responsable de conformité doit être forcément en France ou peut-il être au niveau européen? Alors, on parle de Sapin 2, donc plutôt une loi française. Ce serait plutôt en France. Alors après, comme il n'y a pas d'obligation de désigner un responsable compliance pour le dispositif Sapin 2, on peut tout à fait envisager que ce soit au niveau européen. Il y a notamment beaucoup de groupes allemands qui avaient déjà aussi des obligations par rapport au Bribery Act, donc qui ont centralisé cette compliance au niveau européen. Donc ça, c'est possible. La limite à chaque fois, ça va être l'effectivité du déploiement du programme et de l'effectivité du programme en lui-même. Et puis, il peut y avoir des difficultés si c'est lui qui est
réceptacles de l'alerte professionnelle, parce qu'il faut que l'alerte professionnelle puisse être accessible à tous et donc potentiellement en français. Et puis, le code de conduite étant annexé au règlement intérieur, il va devoir être en français. Donc, il y a toute une documentation qui sera en français et que le compliance officer devra maîtriser. Merci bien. Quelques mots sur Altares pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes sur le territoire, un large territoire européen, puisque France, Benelux et Maghreb. Nous sommes partenaires exclusifs en France de Dun & Bradstreet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dun & Bradstreet, c'est pas très compliqué. C'est 300 millions d'entreprises, donc dans le monde forcément, pour lesquelles nous avons de l'information identitaire et de l'information financière, dont les bénéficiaires effectifs, chose importante, et nous collectons ces données via 30 000 sources de données. Donc, une des bases les plus précises, puisque certains de nos confrères sont quasiment à moitié de ce nombre d'entreprises. Alors, bien sûr, toutes ces données-là, on les enrichit, on les vérifie, on les analyse pour en tirer une quintessence et pour, en fin de compte, la distribuer sous des plateformes plutôt cloud, puisque vous l'avez vu dans les présentations, quelques écrans ont été distillés, mais on a une solution qui permet de faire l'ensemble de la cartographie, de la vérification des tiers, voilà, je vais y arriver, avec une plateforme assez sympa qu'on a lancée il n'y a pas très très longtemps, dont les bénéficiaires effectifs, puisque c'était pas mal de questions qui étaient dans pas mal de sujets qui étaient dans vos questions. On a pile poil à moins de 2 minutes. Merci beaucoup Mathieu, merci Valérie. Donc vous voyez sur nos sites plusieurs webinars sur la conformité. Je vous le disais, un email de remerciement va vous être Désolé pour les problèmes de son, ça arrive malheureusement souvent sur les webinars. On essaie de trouver à chaque fois des meilleures solutions. Merci à tous, bonne journée, et puis à la prochaine pour les prochains webinars sur la compliance.